Le grand lustre de cristal se brisa dans un fracas assourdissant avant même que quiconque ne remarque qu'elle-même était en train de s'effondrer. Éléonore Valois se tenait au centre de sa propre salle de bal, drapée dans un écrin de soie émeraude et enfermée dans un silence de tombe, tandis que son mari riait à l'autre bout de la pièce comme si elle n'existait tout simplement pas. 10 années de mariage s'étaient écoulées, et jamais elle ne s'était sentie aussi invisible que sous les lumières scintillantes de leur vaste domaine de Neuilly-sur-Seine. Ce soir-là, le manoir d'époque palpitait au rythme de l'opulence. Le tintement des coupes de champagne en cristal résonnait comme des cloches lointaines, et le parfum capiteux des lys importés se mêlait aux effluves d'un cognac hors d'âge qui saturait l'air. Les investisseurs venus des beaux quartiers de Paris glissaient sur les sols en marbre, abreuvant Marc-Antoine Valois de louanges pour une énième acquisition audacieuse, une nouvelle victoire impitoyable. Il se tenait bien droit parmi eux, du haut de ses 42 ans, les tempes subtilement argentées, irradiant d'une assurance magnétique à travers le moindre de ses gestes millimétrés. Lorsqu'il souriait, toute la pièce se penchait vers lui. Lorsqu'Éléonore souriait, personne n'y prêtait attention. Autrefois, elle aussi avait su captiver les foules. À 24 ans, Léonore avait été l'étincelle montante du monde de l'art parisien, ses toiles brûlant de couleur et de rébellion. Les critiques d'art la qualifiaient d'intrépide. Les galeries la disaient prometteuse, mais les promesses s'étaient évanouies après le mariage, noyées dans les déjeuners de charité. Les ventes aux enchères silencieuses et les dîners mondains conçus sur mesure pour impressionner des hommes qui mesuraient la valeur d'une vie en pourcentage d'actions. Quelque part entre le 5e gala de bienfaisance et le 100e rire de politesse, elle avait cessé de peindre. Personne ne lui demanda pourquoi. Marguerite Valois, sa belle-mère, ne prenait même plus la peine de dissimuler son dédain. Drapée dans des diamants bien plus anciens qu'Éléonore, la matriarche s'approcha d'elle ce soir-là avec un sourire d'une politesse assez acérée pour faire couler le sang. « Vous avez l'air si fatiguée, ma chère » murmura-t-elle, s'assurant que sa voix porte suffisamment pour que les femmes de la haute bourgeoisie environnante l'entendent. Le vert est une couleur si redoutable à porter, n'est-ce pas? Les femmes pouffèrent doucement derrière leurs mains manucurées. Éléonore maintint sa flûte de champagne immobile, bien que les jointures de ses doigts blanchissent contre le pied en cristal. À l'autre bout du salon, Marc-Antoine ne daigna pas jeter un regard dans sa direction. Il racontait avec ferveur une anecdote sur les risques et les récompenses, sur l'art de racheter des propriétés parisiennes en ruine pour les transformer en or massif. Sa voix était animée, hypnotique. Il ne vit pas sa femme se tenir seule sous le portrait à l'huile de son grand-père. Il ne remarqua pas la façon dont ses épaules se raidissaient à chaque fois que quelqu'un chuchotait dans son dos. Il ne la voyait tout simplement plus. C'est alors qu'Étienne fit son apparition sur la terrasse. Les doubles portes s'ouvrirent dans un souffle vif, laissant entrer l'air frais de la nuit francilienne. Et il était là. 35 ans désormais, plus grand, la carrure plus imposante, avec ces mêmes yeux pensifs qu'il avait jadis regardé peindre jusqu'à l'aube dans leur petite chambre d'étudiant. Étienne avait troqué les lectures de poésie sur les campus pour des expositions photographiques internationales, son nom étant désormais imprimé dans des revues d'art célébrant l'authenticité. Lorsqu'il aperçut Éléonore, il se figea, le temps d'une inspiration. Puis il sourit, d'un sourire lent et véritable, comme si le temps n'avait jamais filé. « Léoé » murmura-t-il, utilisant le prénom et le nom qu'elle n'avait plus entendu depuis des années. La sonorité de ces mots frappa quelque chose de profond en elle, une chose enfouie sous des années d'attentes étouffantes imposées par le clan Valois. Elle se sentit soudainement mise à nu, comme s'il pouvait voir à travers la soie émeraude, à travers la composition rigide qu'elle avait tant pratiquée, pour atteindre directement la femme qui, autrefois, rêvait en couleur. Pour la première fois de la soirée, elle prit une grande inspiration. Ils s'avancèrent sur la terrasse où les lumières de la capitale scintillaient au loin comme une poignée de diamants éparpillés. Étienne lui parla des couchers de soleil d'Istanbul et des tempêtes du désert qu'il avait capturées à travers son objectif. Il s'enquit de son art à elle, et non du portefeuille boursier de son mari, non de ses œuvres de charité. Il posa des questions sur son art. Une ombre de honte traversa le visage d'Éléonore lorsqu'elle avoua ne pas avoir touché un seul pinceau depuis si longues années. « C'est la vie » dit-elle doucement, bien qu'elle entendît elle-même le vide abyssal qui résonnait dans ces quelques mots. Depuis l'intérieur du grand salon, Marc-Antoine remarqua enfin la scène. Il vit sa femme rire. Rire aux éclats. Sa tête bascula en arrière d'une manière qu'il n'avait plus observée depuis des mois. Quelque chose se crispa dans sa poitrine, un sentiment inconnu et particulièrement indésirable. Il s'excusa auprès de son cercle d'investisseurs, masquant sous une pointe d'irritation ce qui s'apparentait presque à de la peur.
Lorsqu'il atteignit la terrasse, sa voix fut tranchante comme une lame. « Éléonore. Préparez-vous, nous partons. » L'atmosphère changea instantanément. Étienne fit un pas en arrière, glissant ses mains dans ses poches, observateur silencieux. Éléonore regarda son mari, puis la ligne d'horizon de Paris, puis de nouveau l'homme qu'elle avait épousé. L'espace d'une fraction de seconde, elle imagina lui dire non. Le mot trembla sur le bout de sa langue, mais l'habitude l'emporta. Comme toujours. Alors qu'ils rentraient chez eux en traversant les rues silencieuses et cossues de Neuilly, le silence emplit l'habitacle de la voiture comme une épaisse fumée. La mâchoire de Marc-Antoine était crispée par les accusations non formulées. Éléonore regardait par la fenêtre les eaux sombres de la Seine au-delà des arbres. Dans le reflet de la vitre, elle ne vit pas la femme d'un millionnaire, mais une femme qui disparaissait à la vue de tous. Et pourtant, quelque part au plus profond d'elle-même, sous les strates de compromis étouffants, une étincelle se ralluma. Elle ne le savait pas encore, mais cette étincelle allait tout ravager sur son passage. Éléonore ne dormit pas cette nuit-là. Le manoir était plongé dans un silence de cathédrale, à l'exception du léger bourdonnement du système de climatisation et du rythme régulier de la respiration de Marc-Antoine à ses côtés. Calme et imperturbable, elle resta allongée à fixer les moulures du plafond, rejouant la voix d'Étienne dans son esprit, la façon dont il avait prononcé son nom de jeune fille, comme si ce nom lui appartenait encore. Cette syllabe persistait comme un souvenir qu'elle avait essayé d'enterrer avec trop de zèle. Au petit matin, elle se leva avant Marc-Antoine et se tint dans la vaste cuisine, enveloppée dans un déshabillé de soie qui valait à lui seul plus cher que son premier appartement d'étudiante. La lumière du soleil se déversa sur l'îlot en marbre de Carrare, illuminant la perfection chirurgicale de la pièce. Elle se versa un café et prit conscience d'une vérité dérangeante. Absolument tout dans cette maison était curaté, poli, atrocement cher. Tout, à l'exception de son propre sens de l'identité, négligé depuis des lustres. Marc-Antoine descendit l'escalier, sanglé dans un costume impeccablement repassé, vérifiant déjà ses courriels sur son téléphone portable. Il embrassa l'air près de sa joue sans la toucher véritablement, et lui demanda quel était son emploi du temps pour la soirée mondaine prévue. Éléonore répondit machinalement, la voix posée, l'esprit ailleurs. Il ne remarqua pas la distance froide dans son regard. Il ne demanda pas pourquoi elle semblait si différente. En quelques minutes, il avait disparu, l'écho de la lourde porte d'entrée se refermant derrière lui résonnant bien plus fort qu'à l'accoutumée. Dans la matinée, Éléonore était assise en face de Roxane dans un petit café discret du Marais. Roxane la connaissait bien avant que le nom des Valois ne l'écrase, bien avant les robes émeraudes et les galas de charité. À 34 ans, Roxane conservait cette même fougue, cette même franchise brutale, restant la seule personne à regarder Éléonore sans l'ombre d'un calcul. Elle étudia le visage de son amie avec une inquiétude aiguisée par des années de loyauté inébranlable. « Tu as disparu », finit par lâcher Roxane, refermant ses deux mains sur sa tasse fumante. « Pas physiquement, bien sûr. Tu es là, assise devant moi, mais tu as cessé d'être toi. » Ces mots frappèrent bien plus violemment que n'importe quelle insulte que Marguerite aurait pu proférer. Éléonore ouvrit la bouche pour protester, pour défendre ses choix de vie, mais la vérité pesait lourdement sur sa poitrine. Elle avait bel et bien disparu. Elle avait troqué la passion contre l'approbation mondaine, le silence contre la sécurité bourgeoise. Elles discutèrent pendant des heures, la conversation pelant une à une les couches qu'Éléonore avait oublié posséder. Elle avoua qu'elle n'avait pas peint depuis 6 ans. Elle avoua qu'elle ne se reconnaissait plus dans le miroir. Roxane ne lui offrit aucune pitié. Elle lui offrit un défi. « Alors arrête d'attendre qu'on t'en donne la permission, dit-elle d'un ton sec. Tu n'es pas une invitée dans ta propre existence. » Cette déclaration s'insinua dans les os d'Éléonore comme une certitude solide, inébranlable. Sur le chemin du retour vers Neuilly, Éléonore fit quelque chose d'impulsif. Elle quitta l'avenue principale et se gara devant une boutique de fournitures pour beaux-arts qu'elle avait tant chérie par le passé. La clochette au-dessus de la porte tinta à son entrée, et l'odeur caractéristique de l'huile de lin, des pigments et de la toile vierge la frappa comme la mélodie d'une langue oubliée. Ses doigts effleurèrent les pinceaux, les tubes de peinture, le lin tendu qui n'attendait que d'être transformé. Pour la première fois depuis des lustres, son pouce accéléra pour autre chose qu'une simple obligation mondaine. Elle n'hésita pas. Elle acheta tout. Des peintures aux teintes audacieuses et sans concession, de larges toiles, des bâtons de fusain. Lorsque le caissier lui demanda si elle commençait un nouveau projet,
Éléonore marqua un temps d'arrêt. Non, répondit-elle doucement. Je recommence. Ces mots lui parurent dangereux, vibrants de vie. En chargeant le matériel dans le coffre de sa voiture, elle se sentit à la fois terrifiée et exaltée, comme si elle venait de poser le pied sur un pont suspendu susceptible de s'effondrer sous son poids. L'après-midi même, elle vida une chambre d'amis oubliés qui surplombait les jardins à la française. Elle poussa sans ménagement les boîtes de rangement et les trophées de golf qui symbolisaient les victoires de Marc-Antoine. Elle installa son chevalet près de la grande baille vitrée où la lumière naturelle se déversait sur le parquet en point de Hongrie. Lorsqu'elle pressa la première ligne de rouge carmin sur sa palette, ses mains se mirent à trembler. Le doute lui chuchota à l'oreille, « Tu es rouillée. Tu n'es plus pertinente. Il est trop tard. » Puis, elle fit le premier trait. Le pinceau glissa sur la toile, hésitant d'abord, puis de plus en plus ferme, de plus en plus assuré. La couleur éclata sous sa main comme une bête longtemps réprimée parvenant enfin à briser ses chaînes. Les heures filèrent sans qu'elle s'en aperçoive. Lorsque Marc-Antoine rentra plus tôt que prévu, il la trouva debout devant une toile à moitié achevée, le visage maculé de peinture, le souffle court comme si elle venait de courir un marathon. Il fixa le désordre, la toile imposante, et le feu inconnu qui brûlait dans les yeux de sa femme. « Qu'est-ce que c'est que tout ce chaos » demanda-t-il, l'irritation traversant ses traits. Éléonore ne s'excusa pas. Elle n'adoucit pas son ton, usant du vouvoiement glaçant propre au conflit de leur rang. « Je peins, Marc-Antoine. » La pièce plongea dans le silence. Quelque chose venait de basculer. Et pour la première fois en 10 ans, Marc-Antoine Valois sentit la terre glisser sous son emprise. Le changement n'arriva pas à la manière d'une tempête foudroyante. Il commença comme une rébellion silencieuse. Éléonore se réveillait avant l'aube chaque matin, se glissant hors du lit conjugal sans réveiller Marc-Antoine, troquant ses luxueux déshabillés de soie contre des jeans usés et tachés de couleur. Tandis que le manoir dormait encore, elle peignait sous les lueurs pâles de l'aurore, ses mouvements délibérés, sa respiration parfaitement rythmée, comme si elle reconquérait son territoire centimètre par centimètre. Chaque coup de pinceau sculptait un espace pour une femme qui était restée silencieuse bien trop longtemps. Les toiles se multiplièrent à une vitesse folle. Certaines étaient sombres, saturées d'ombre et de lumière fracturée, des portraits de solitude déguisés en élégance bourgeoise. D'autres explosaient d'une couleur brute, des rouges violents entrant en collision avec des bleus de cobalt provocateurs, comme si ces émotions bâillonnées avaient enfin trouvé un dialecte. Éléonore ne planifiait pas ses compositions. Elle les ressentait dans sa chair. Le pinceau devenait le prolongement de tout ce qu'elle avait ravalé au cours de la dernière décennie. Marc-Antoine remarqua d'abord le changement d'emploi du temps. Les petits déjeuners ne l'attendaient plus, parfaitement dressé. Son agenda n'était plus géré par ses mains invisibles. À 42 ans, il était habitué au contrôle absolu, à des systèmes rodés qui répondaient à la moindre de ses exigences sans la moindre friction. Éléonore avait toujours fait partie intégrante de ce système, fluide et infiniment fiable. Désormais, elle devenait imprévisible, absente des pièces qu'il s'attendait naturellement à la voir occuper. Ce désagrément le troubla bien plus qu'il ne voulut l'admettre. Un matin, il s'arrêta devant la chambre d'amis métamorphosée en atelier. La porte était entr'ouverte, et il l'observa par l'interstice. Elle se tenait pieds nus devant une toile gigantesque, les cheveux détachés en cascade, une traînée de bleu cobalt sur la pommette. Elle ne ressemblait en rien à la maîtresse de maison apprêtée que ses investisseurs admiraient tant. Elle avait l'air atrocement vivante. Cette prise de conscience le déstabilisa d'une manière qu'il fut incapable de formuler. « Vous avez été bien occupé » lança-t-il plus tard dans la soirée, tentant d'afficher une curiosité désinvolte alors qu'elle rinçait ses pinceaux dans l'évier. Éléonore leva les yeux vers lui, sans la moindre posture défensive, sans chercher la moindre approbation. « En effet, » répondit-elle simplement. Aucune élaboration, aucune invitation aux commentaires. La brièveté de sa réponse s'abattit comme un mur de glace. Pendant des années, elle s'était justifiée, avait adouci la moindre de ses ambitions pour lui éviter le moindre inconfort. À présent, elle n'offrait rien d'autre que l'implacable vérité. Sa métamorphose s'étendit bien au-delà des murs de l'atelier. Elle s'inscrivit à un cours de yoga dans le centre de Paris, échangeant les déjeuners de charité contre des étirements matinaux et des exercices de respiration profonde. Elle coupa ses cheveux aux épaules, un geste subtil mais d'une grande détermination, et commença à choisir des vêtements qui reflétaient son confort personnel plutôt que les attentes mondaines de l'étiquette. Il n'y eut aucune déclaration théâtrale,
Aucune dispute tonitruante, juste une évolution silencieuse, un mouvement perpétuel vers l'avant. Marc-Antoine se surprit à l'observer dans les cercles publics avec un malaise grandissant. Lors d'un dîner mondain dans un bistrot très prisé du 8e arrondissement, organisé par l'associé d'un fonds d'investissement, Éléonore s'engagea dans une conversation complexe sur l'art contemporain et l'instabilité des marchés avec une intelligence déconcertante de naturel. Elle contesta une projection financière bancale sans l'ombre d'une hésitation, sa voix calme mais d'une fermeté absolue. Quelques convives acquiescèrent pensivement. Marc-Antoine s'efforça de sourire, mais à l'intérieur, son estomac se noua. Il avait sous-estimé l'envergure de son esprit. Marguerite remarqua également la faille. Lors d'un brunch dominical particulièrement guindé, elle fit une remarque cinglante sur la « phase de bohème » d'Éléonore, suggérant avec un rire sec que cela finirait bien par passer. Éléonore soutint son regard sans ciller. « Ce n'est pas une phase, Marguerite, dit-elle d'un ton monocorde et vouvoyant sa belle-mère avec une froideur aristocratique. » La table entière plongea dans un silence mortel. Marguerite remua sur sa chaise, mal à l'aise, peu habituée à ce qu'on lui tienne tête. Pour la toute première fois, Éléonore ne se recroquevilla pas sous l'examen minutieux de sa belle famille. Elle maintint sa position, et cette tranquillité inébranlable portait en elle une puissance bien supérieure à tous les éclats de voix possibles. Pendant ce temps, le nom d'Étienne continuait de planer dans les pensées de Marc-Antoine comme une menace sourde. Il se persuadait qu'il était absurde de croire que les changements radicaux d'Éléonore aient un quelconque rapport avec un ancien amour d'université. Pourtant, il se souvenait avec précision de la façon dont elle avait ri sur la terrasse, sans filtre, lumineuse. Il n'avait pas entendu ce son lui être adressé depuis des années. Ce souvenir rongeait son assurance d'homme d'affaires intraitable. Tard un soir, Marc-Antoine se tenait seul dans son vaste bureau, passant en revue des contrats cruciaux, mais les chiffres se brouillaient devant ses yeux. Il pensait à la femme qui peignait frénétiquement dans la pièce voisine, à la façon dont elle n'attendait plus son retour à la maison. Il avait bâti son empire immobilier par le biais d'acquisitions stratégiques, en identifiant des actifs sous-évalués et en les transformant en pur profit. L'ironie de la situation le frappa de plein fouet. Il avait vécu aux côtés d'une valeur inestimable pendant 10 ans et ne l'avait jamais véritablement vue. À l'étage, Éléonore posait l'ultime touche de couleur sur une nouvelle toile. L'œuvre dépeignait une femme se tenant au bord d'un océan immense, le vent déchirant sa robe, face à un horizon vaste et indompté. Le visage du personnage était tourné vers l'avenir, et non vers le passé. En reculant pour contempler son travail, Éléonore ressentit une clarté d'esprit qu'elle n'avait plus connue depuis des lustres. Elle ne demandait plus à être choisie. Elle se choisissait elle-même. Et quelque part, dans les longs corridors silencieux de leur manoir, Marc-Antoine Valois commença à comprendre que la femme qu'il croyait posséder devenait quelqu'un qu'il ne pourrait peut-être pas retenir. Marc-Antoine avait négocié des acquisitions se chiffrant en milliards sans jamais trembler, mais le silence pesant à sa propre table de salle à manger commençait sérieusement à l'ébranler. Ce n'était ni bruyant ni dramatique. C'était purement stratégique. Éléonore ne comblait plus le vide par des explications ou des mots rassurants. Elle mangeait lentement, ne parlait que lorsque c'était strictement nécessaire, puis s'excusait poliment pour retourner s'enfermer dans son atelier avant même qu'il n'ait eu le temps de rediriger la conversation. Le contrôle, réalisa-t-il, lui échappait, non pas par la confrontation directe, mais par la plus glaciale des indifférences. Il tenta d'abord de jouer de son charme. Le soir suivant, il rentra chez eux avec un somptueux bouquet d'orchidées blanches importées par avion, dont le prix était suffisamment exorbitant pour signaler un effort, sans pour autant formuler d'excuses. Il les déposa sur le comptoir de la cuisine avec un sourire calculé, s'attendant à ce que la gratitude dissipe la distance qui les séparait. Éléonore le remercia avec une courtoisie exquise, le ton chaleureux mais profondément détaché, comme s'il s'agissait d'un associé commercial et non de l'homme qui partageait sa vie. Cette subtilité l'inquiéta bien davantage qu'une explosion de colère. Marguerite, en fine observatrice mondaine, nota le changement immédiatement. Lors d'un appel téléphonique lourd de sous-entendus, elle demanda à Marc-Antoine si Éléonore continuait toujours à jouer à l'artiste. L'expression se fit méprisante, acérée. Marc-Antoine répondit sur la défensive, se surprenant lui-même. Il ne défendit pas le talent de sa femme, mais il se hérissa face à l'insulte, comme si elle lui était directement adressée. Marguerite perçut son hésitation et insista, l'avertissant qu'une épouse qui oublie sa place oublie fatalement sa loyauté. Ces mots résonnèrent longtemps après qu'il eut raccroché le combiné. Pendant ce temps, isolé dans son atelier,
Éléonore examinait les documents du trust familial. Le jargon juridique, jadis intimidant, lui était désormais familier. Une servitude de passage vitale pour un immense projet immobilier sur les berges de la Seine figurait discrètement sur un plan cadastral. Pourtant, elle en comprenait l'enjeu avec une clarté grandissante. Sans cette étroite parcelle, le projet de redéveloppement de Marc-Antoine était paralysé. Les investisseurs remettraient en question les délais. Les concurrents se mettraient à tourner autour du cadavre. Elle ne se délectait pas de ce moyen de pression, mais elle en respectait l'efficacité. Le pouvoir, réalisait-elle, n'avait pas besoin de faire de bruit pour exister. Marc-Antoine commença à en percevoir les ondes de choc. Un investisseur appela pour s'enquérir des retards liés au zonage, la voix teintée d'inquiétude. Un chef de projet laissa entendre que les négociations pour l'accès avançaient bien plus lentement que prévu. Marc-Antoine les rassura avec son aplomb habituel, ignorant totalement que l'autorisation finale ne résidait pas dans une lointaine salle de conseil d'administration, mais sous son propre toit. Pour la première fois de sa brillante carrière, l'incertitude s'insinuait dans ses prévisions d'ordinaire infaillibles, et il haïssait viscéralement cette sensation. Ce vendredi-là, il insista pour qu'Éléonore l'accompagne à un dîner privé réunissant des acteurs clés du projet. Elle accepta sans discuter, se présentant dans une robe noire d'une grande simplicité, privilégiant la retenue à l'ostentation. Tout au long du repas, elle écouta bien plus qu'elle ne parla, mais lorsqu'un cadre supérieur mentionna l'approbation imminente de l'accès aux berges, une lueur de pleine conscience traversa son regard. Elle ne dit rien. Le silence sembla délibéré, d'une précision chirurgicale. Marc-Antoine capta ce regard. Une froide réalisation s'immisça dans ses pensées, vague mais obstinée. Tard dans la nuit, il la confronta dans le couloir, juste devant la porte de l'atelier. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir concernant la propriété des haies » demanda-t-il, s'efforçant d'adopter un ton d'autorité désinvolte. Éléonore soutint son regard, implacable. « Il y a beaucoup de choses que vous devriez savoir sur moi, Marc-Antoine, répondit-elle, le vouvoiement soulignant le gouffre qui les séparait. Sa voix était posée, ni menaçante ni repentante. Cette ambiguïté le rongea profondément. Il battit en retraite dans son bureau, faisant les 100 pas sous les étagères chargées de trophées encadrés qui symbolisaient autrefois sa domination incontestée. Pour la toute première fois, il envisagea la possibilité d'avoir gravement sous-estimé sa propre épouse, non pas parce qu'elle manquait de capacité, mais parce qu'il n'avait jamais pris la peine de les chercher. Cette pensée meurtrit son orgueil. Il avait bâti sa réputation sur l'identification de joyaux cachés. Comment avait-il pu être aussi aveugle sous son propre toit? Éléonore retourna à sa toile, le cœur serein. Elle n'avait aucune intention de saboter son mari. Elle comptait simplement redéfinir les règles du jeu. S'il désirait un partenariat, il devrait reconnaître son pouvoir de décision. S'il voulait cet accès, il devrait lui offrir le respect qu'elle méritait. Cette servitude de passage n'était pas une vengeance. C'était une preuve tangible. Elle plongea son pinceau dans un bleu indigo profond et traça une ligne verticale audacieuse au centre de la toile, scindant l'ombre et la lumière. À l'autre bout de Paris, Marguerite organisait un énième déjeuner mondain, ignorant que son influence s'effritait bien au-delà de sa portée. À New York, Étienne recevait la confirmation de l'intérêt naissant d'Éléonore pour une exposition dans une petite galerie du Marais. Et à Neuilly, Marc-Antoine fixait les plans de son gigantesque complexe, réalisant que la pièce maîtresse du puzzle n'était ni le terrain ni le capital. C'était la femme qu'il avait toujours traitée comme un simple élément de décor. Pour la première fois depuis des années, la peur aiguisa son ambition. Non pas la peur de perdre sa fortune, mais la terreur absolue de la perdre, elle. Le soir du vernissage arriva dans un climat d'intense tension qu'aucun des deux n'osa formuler à voix haute. Dans un espace modeste du Marais, encadré de briques apparentes et baigné d'une chaude lumière ambrée, Éléonore se tenait debout près de ses œuvres. À 34 ans, elle n'avait plus peur de rien. Autour d'elle, les invités murmuraient des éloges sur le contraste des textures et la force émotionnelle des toiles, sans se douter une seconde qu'il assistait en direct à la déconstruction d'un mariage mondain, reconstruit sous leurs yeux en temps réel. Traversant la capitale, dans un milieu qui valorisait la réputation bien au-delà de la vérité, Marc-Antoine Valois conduisait vers Paris avec l'amère conscience qu'il ne s'y rendait plus en tant que mari soutenant sa femme, mais en tant qu'homme terrifié à l'idée d'être remplacé. La collection d'Éléonore ne faisait aucune concession.
Une toile dépeignait une femme prisonnière d'un manoir de verre, sa silhouette fracturée par des reflets dont elle ne pouvait s'échapper. Une autre illustrait un rivage fendu en deux par une ligne implacable, l'ombre écrasante d'un côté, une explosion de couleurs féroces de l'autre. Les collectionneurs se penchaient, hypnotisés par la vulnérabilité tissée à travers ces coups de pinceau d'une violence inouïe. Étienne se déplaçait silencieusement dans la salle, guidant les acheteurs, détournant l'attention de sa propre personne pour la rediriger exclusivement vers elle. Il ne se tenait pas trop près. Il n'en avait pas besoin. Son respect absolu transparaissait dans l'espace physique qu'il lui laissait occuper. Lorsque Marc-Antoine fit son entrée, l'atmosphère se modifia imperceptiblement, non pas en raison de son immense richesse, mais à cause du lourd passif qu'il traînait avec lui dans cette pièce. Les conversations se firent plus discrètes. Les regards allaient et venaient entre le magnate de l'immobilier et l'artiste. Il s'avança lentement vers elle, remarquant qu'elle ne se précipitait pas à sa rencontre, qu'elle ne modifiait pas sa posture pour s'accommoder de sa présence. Elle l'accueillit avec une chaleur parfaitement maîtrisée, le présentant formellement à un critique d'art qui venait de louer son exploration fascinante du pouvoir et du silence. L'ironie était assez tranchante pour faire couler le sang. Il étudia le plus grand tableau de l'exposition, et ressentit quelque chose s'apparentant de très près à la honte. La figure enfermée dans le manoir était sans équivoque, bien que son visage fût détourné. Il reconnut les sols de marbre, la démesure des fenêtres, le vide existentiel maquillé en luxe tapageur. Il comprit à cet instant qu'il ne s'agissait nullement d'art abstrait. C'était un témoignage à charge. Pour la toute première fois de sa vie, il se perçut non pas comme le protagoniste éclatant de l'histoire, mais comme le décor de fond, l'architecte d'un confort stérile qui avait assassiné toute connexion humaine. Un collectionneur s'enquit de l'œuvre, demandant à Éléonore ce qui l'avait inspiré. Elle répondit d'une voix calme, évoquant l'architecture émotionnelle, la façon dont les structures censées nous protéger peuvent tout aussi aisément nous emprisonner. Son regard ne vacilla pas une seule seconde. Marc-Antoine se sentit exposé. Pas attaqué, mais révélé au grand jour. Il eut la folle envie de l'interrompre pour reprendre le contrôle du récit, pourtant il demeura muet, car la vérité étalée devant lui était irréfutable. Cette salle ne lui appartenait pas. Il n'y régnait pas en maître. Étienne s'approcha de lui, le visage poli et mesuré, lui tendant la main sans la moindre hostilité. « Elle est extraordinaire, dit-il simplement. » Ces mots n'étaient en rien une provocation. C'était un constat. Marc-Antoine chercha en lui la moindre once de défensive, mais n'y trouva qu'une lucidité foudroyante. Étienne n'était pas la menace. Sa propre négligence l'avait été. Cette prise de conscience s'abattit lourdement sur sa poitrine, reconfigurant 10 années de certitudes absolues en l'espace d'une respiration. Au fil de la soirée, 3 des toiles d'Éléonore furent vendues, chaque transaction résonnant comme une affirmation silencieuse de cette valeur inestimable qu'elle avait elle-même enfouie. Des applaudissements feutrés parcoururent la galerie. Marc-Antoine la regarda signer les certificats d'authenticité d'une main ferme, sa signature ample et résolue. Il comprit une chose vitale à cet instant précis. Elle n'avait nul besoin de l'empire des Valois pour valider son existence, elle avait érigé le sien. Plus tard, lorsque la foule s'amenuisa et que le tumulte parisien reprit son rythme de croisière à l'extérieur, Marc-Antoine vint se placer à ses côtés, dépouillé de tout artifice. « Je ne vous voyais pas », admit-il doucement, sa confession vidée de toute arrogance. Éléonore l'observa longuement, scrutant ses traits à la recherche du moindre calcul, pour n'y trouver qu'une immense lassitude. « Non », répondit-elle avec douceur. « Vous ne me voyez pas », il n'y avait aucune cruauté dans sa voix, juste l'énonciation d'un fait. Dehors, Paris rougeoyait contre les eaux sombres de la Seine. Agité et incroyablement vivant, Marc-Antoine frôla la bordure fragile d'un précipice qu'il n'avait jamais osé affronter. L'éventualité de la perte. Non pas comme une punition divine, mais comme une stricte conséquence de ses actes. Il ne pouvait pas acheter cette pièce. Il ne pouvait pas racheter le temps perdu à coups de millions. Il ne pouvait que choisir, rester l'homme qu'il avait méprisé, ou devenir celui qui, enfin, se tiendrait dignement à ses côtés. Éléonore fixa la ligne d'horizon et ressentit une conscience différente, plus douce, mais tout aussi implacable.
Elle n'avait pas peint dans le but de le blesser. Elle avait peint pour se réapproprier son âme. Qu'il la rejoigne ou non dans ce nouvel espace dépendrait non pas de promesses en l'air, mais de changements profonds et durables. Alors qu'ils se tenaient là, côte à côte, sous les lumières de la ville, leurs reflets fusionnant vaguement dans la vitrine de la galerie, tous deux comprirent que le prochain chapitre ne serait dicté ni par la fortune ni par la fierté. Il serait forgé par le courage, ou il s'achèverait ici. Marc-Antoine Valois avait toujours été convaincu que la transformation n'était qu'une vulgaire manœuvre stratégique, une opération exécutée par étapes calculées avec un risque maîtrisé. Mais la première fois qu'il franchit le seuil du cabinet d'un psychanalyste, seul, à 42 ans, il réalisa amèrement qu'il n'existait aucun modèle financier pour gérer le regret. La salle d'attente exhalait un léger parfum d'eucalyptus et de jugement silencieux. Assis sous des reproductions abstraites encadrées, il prit conscience que c'était la première réunion depuis des décennies où son nom de famille ne lui conférait pas le moindre avantage. Il n'était plus le magnate de l'immobilier contrôlant les berges de la Seine, ni le fils de l'influente Marguerite. Il n'était qu'un mari qui n'avait pas remarqué que sa femme s'effaçait à petit feu. Le psychanalyste posa des questions frontales, dénuées de toute flatterie. Quand avait-il ressenti cette distance pour la première fois ? Pourquoi assimilait-il frénétiquement le contrôle à la stabilité ? Marc-Antoine commença par dégainer des réponses défensives, lisses et répétées, mais face à ce regard scrutateur, l'armure se fissura pour laisser place à la confession. Il admit qu'il avait été terrifié par l'indépendance d'Éléonore, car l'indépendance impliquait le choix, et le choix ouvrait la porte à la possibilité terrifiante qu'elle ne le choisisse plus. Le formuler à voix haute dépouilla sa peur de toute sa prétendue sophistication. Ce n'était pas de la stratégie. C'était une vulgaire insécurité. Pendant ce temps, Éléonore ressentit ce basculement bien avant d'en voir les preuves tangibles. Marc-Antoine rentrait plus tôt à la maison, non plus pour exiger des signatures ou imposer des délais impossibles, mais pour s'asseoir en silence dans la cuisine pendant qu'elle faisait infuser du thé. Il s'enquit de son dernier tableau et attendit patiemment sa réponse au lieu de l'interrompre. La nuance était subtile, d'une fragilité extrême, mais elle la nota avec la même précision qu'un marin sans le vent tourner. La prudence restait de mise, mais la curiosité aussi. Un soir, il pénétra dans l'atelier sans le moindre agenda caché, l'observant déposer une fine couche d'or sur un arrière-plan orageux. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il, et cette fois-ci, la question ne cachait aucun piège, aucun défi. Éléonore lui expliqua le concept de résilience, de cette lumière qui refuse catégoriquement de s'éteindre même lorsque l'ombre dévore le cadre. Pendant qu'elle parlait, Marc-Antoine l'écouta avec une attention absolue, non pas pour obtenir un quelconque moyen de pression, mais par un pur désir de comprendre. La simplicité désarmante de ce désir les surprit tous les deux. Marguerite tenta de s'interposer une fois de plus. Sa voix cinglante crépita dans le combiné, reprochant à Marc-Antoine ses absences répétées aux événements familiaux de la haute société, insinuant venimeusement que l'influence d'Éléonore l'affaiblissait. Marc-Antoine ressentit l'habituel rappel à l'ordre de la loyauté clanique, mais il fut surtout submergé par une fatigue incommensurable. Il lui répondit d'un ton d'un calme olympien, l'informant que son mariage n'était pas un conseil d'administration que l'on pouvait gérer en comité restreint. Le silence à l'autre bout de la ligne s'étira, lourd et offusqué. Lorsqu'il coupa la communication, il ne se sentit pas victorieux. Il se sentit indépendant. Éléonore observait cette évolution avec une minutie d'orfèvre. Elle n'avait pas la moindre envie de substituer une figure d'autorité à une autre. Ce qu'elle exigeait, c'était un partenariat d'égal à égal. Au cours d'un dîner, elle exposa les conditions requises pour sa signature sur les documents du trust avec une clarté limpide, liant l'immense projet immobilier parisien à la création et au financement d'un centre d'art communautaire, garantissant ainsi que l'espace créatif ne serait jamais sacrifié sur l'autel du profit exclusif. Marc-Antoine ne protesta pas. Il posa des questions d'ordre logistique, prit des notes méticuleuses, et accepta de l'impliquer dans la supervision continue du projet. L'échange fut celui de deux adultes, dénués de toute belligérance. Pour la première fois depuis des années, ils collaboraient au lieu de se livrer une guerre d'usure. Les contrats furent modifiés, l'engagement artistique coulait dans le bronze.
Lorsqu'Éléonore apposa enfin sa signature sur l'autorisation, elle ne le fit pas comme une concession de l'épouse soumise, mais comme une décision en parfaite adéquation avec ses propres convictions. Marc-Antoine regarda les lettres de son nom se former sous la plume assurée, et comprit qu'il ne s'agissait nullement d'une reddition. C'était l'expression d'une force partagée, consentie par choix libre. Le véritable point de non-retour survint sans tambour ni trompette, un dimanche après-midi. Marc-Antoine laissa Éléonore sans voir en s'inscrivant à un cours de peinture pour débutants dans un atelier de quartier. Gauche et visiblement déplacé au milieu d'artistes bien plus jeunes, ses coups de pinceau étaient maladroits, ses proportions désastreuses. Et pourtant, il resta là, absorbant les instructions du professeur sans la moindre trace d'ego. Éléonore se tenait au fond de la salle, invisible dans un premier temps, regardant son mari lutter, non pas avec la technique artistique, mais avec sa propre humilité. Quelque chose, au plus profond de ses entrailles, s'adoucit. Plus tard dans la soirée, assis sur la terrasse surplombant les eaux sombres, Marc-Antoine parla sans le masque de la représentation mondaine. Il avoua qu'il avait confondu le fait de subvenir aux besoins avec l'amour véritable, qu'il s'était barricadé derrière son indécente réussite parce que la vulnérabilité lui donnait l'impression d'être nu, exposé. Éléonore l'écouta, sentant ses propres remparts s'abaisser millimètre par millimètre. Elle lui confia qu'elle n'avait pas érigé ses murs de glace pour le punir, mais pour se protéger et ne plus jamais se fondre dans le décor. L'air entre eux sembla plus pur qu'il ne l'avait été depuis une décennie entière. Le manoir de Neuilly ne ressemblait plus à une vitrine de musée scellé, mais à un espace en pleine mutation. Le changement ne s'opérait pas dans des effusions explosives. Il s'ancrait dans la constance. Marc-Antoine poursuivit sa thérapie. Éléonore prépara une nouvelle exposition. Il leur arrivait encore de se disputer, les vieux démons refaisant parfois surface, mais les excuses suivaient désormais sans le moindre délai. La lutte de pouvoir féroce qui les avait jadis définis commença à se dissoudre pour laisser place à quelque chose de moins spectaculaire, mais de bien plus indestructible. Lors d'une nuit tranquille, quelques semaines plus tard, Éléonore se tint devant une toile vierge et réalisa que la figure qu'elle esquissait ne faisait plus face à l'océan dans une solitude absolue. Il y avait un espace à ses côtés. Pas un espace étouffant, pas une présence imposée, mais un espace disponible. Au rez-de-chaussée, Marc-Antoine passait en revue les plans de développement qui incluaient désormais une aile culturelle baptisée non pas pour perpétuer l'héritage des Valois, mais au nom de la Fondation Hay. Il marqua un temps d'arrêt avant de signer l'approbation finale, pleinement conscient qu'il ne s'agissait pas d'une concession faite à son épouse. C'était la reconnaissance éclatante de sa participation à parts égales dans la vie qu'il rebâtissait. 3 mois plus tard, l'air salin de la Bretagne n'avait rien en commun avec l'atmosphère guindée de Neuilly-sur-Seine. Sur la côte de granit rose, l'air avait un goût brut, non scénarisé, presque insolent. Et alors qu'Éléonore marchait sur l'étendue de sable déserte, le vent marin emmêlant ses cheveux mi-longs, elle prit conscience qu'elle n'assimilait plus le silence à l'isolement. Marc-Antoine avait organisé cette retraite sans le moindre faste, ni investisseur, ni presse mondaine, ni surprise grandiloquente orchestrée par des assistants. Juste une modeste chaumière bretonne balayée par les vents, dont les larges fenêtres s'ouvraient sur un horizon sans fin. C'était la première fois depuis des années qu'il planifiait quelque chose qui ne doublait pas d'un avantage stratégique. Les jours s'étiraient avec une lenteur délicieuse. Ils se promenaient sur les falaises au petit matin, la pierre froide sous leurs pas, parlant de choses futiles dans un premier temps, de littérature, de la lumière si particulière de la région, de la façon dont les marées remodèlent le monde entier sans jamais demander la permission. L'après-midi, Éléonore dessinait dans un carnet relié en cuir pendant que Marc-Antoine bouquinait à ses côtés, levant parfois les yeux de son livre, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. L'absence totale de représentation sociale semblait d'une grande fragilité, mais d'une authenticité féroce, comme l'apprentissage d'une langue maternelle qu'il n'avait plus pratiquée depuis 10 ans. Un soir, alors que le soleil se noyait dans l'océan en d'immenses traînées orange et violet meurtries, Marc-Antoine s'arrêta net et se tourna vers elle avec une immobilité qui portait bien plus de gravité que n'importe quel discours dramatique. Il ne s'agenouilla pas. Il ne la supplia pas. Il déclara simplement qu'il avait été d'une arrogance aveugle, non pas parce qu'il vénérait la réussite plus qu'elle, mais parce qu'il était bien plus terrifié à l'idée de perdre le contrôle qu'il n'accordait de valeur à leur lien profond.
L'aveu tomba sans aucune mise en scène, dépouillé de la carapace de son ego, avec une douceur désarmante. Éléonore écouta chaque mot avec attention, étudiant les traits de son visage avec la même intensité qu'elle vouait à ses toiles inachevées, cherchant les couches de vérité sous le glacis de la surface. Elle y lut un épuisement profond, un effort colossal, et quelque chose de totalement inédit mais profondément sincère. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix ne trembla pas, nullement adoucie par la nostalgie. Elle lui expliqua que le pardon n'était pas un événement miraculeux et ponctuel, mais une longue série d'actions répétées et cohérentes, et que s'il s'avisait de la réduire à nouveau au rang de simple faire-valoir, elle ferait ses valises sans l'ombre d'une hésitation. La ligne rouge était tracée, claire, sans la moindre ambiguïté. Marc-Antoine hocha la tête, sans chercher à négocier. Pour la première fois, il comprenait que son indépendance féroce n'était pas une crise d'adolescente rebelle, mais une assurance-vie, l'ultime rempart contre son propre effacement. Il avoua qu'il ne désirait plus d'une épouse soumise, dont la survie dépendait de son bon vouloir. Il désirait une partenaire de vie qui le choisissait librement. La distinction prenait des proportions monumentales, le choix au lieu de l'obligation, le respect à la place du contrôle écrasant. Les mots restèrent suspendus entre eux, fragiles et pourtant d'une puissance inouïe. De retour à la chaumière, plus tard dans la soirée, ils s'assirent sur la terrasse en bois, enveloppés dans un silence partagé, bercés par le fracas rythmique des vagues se brisant contre le granit au loin. Marc-Antoine évoqua la restructuration totale de son emploi du temps, son intention de déléguer une grande partie de ses responsabilités à son comité de direction, de faire un pas de côté pour fuir cette course effrénée au profit qui avait fini par forger toute son identité. Éléonore ne répondit pas sur l'instant. Elle avait déjà entendu des torrents de promesses par le passé, mais cette fois-ci, il n'y avait aucune déclaration théâtrale, seulement des ajustements pragmatiques et des actes visibles tout au long des semaines précédentes. À la fin de leur séjour breton, quelque chose s'était bel et bien métamorphosé. Non pas le vertige enivrant d'un amour naissant, mais un sentiment bien plus robuste, bien plus ancré. Lors de leur ultime matinée, Éléonore peignit l'horizon océanique à grands coups de pinceau décisifs, ajoutant subitement une seconde silhouette aux côtés de la première. Elle ne l'étouffait pas, ne lui faisait pas d'ombre, elle était simplement là, présente. Lorsque Marc-Antoine vit cet ajout, il s'abstint de tout commentaire pompeux sur la composition ou le symbolisme de la toile. Il se contenta de se tenir silencieusement derrière elle, ayant parfaitement intégré le fait que cette place à ses côtés ne lui était aucunement garantie. Elle devait se mériter, jour après jour. Alors qu'il reprenait la route en direction de l'Île-de-France, le bitume s'étirant longuement sous la lumière éclatante du soleil, tous deux comprirent que le défi le plus ardu n'était pas l'octroi du pardon, mais la constante préservation de leurs liens. L'amour ne survivrait pas aux seules excuses. Il exigerait de la vigilance, de la modestie, et le courage d'affronter les vieux démons avant qu'ils ne se calcifient à nouveau dans leur cœur. Et pourtant, pour la première fois depuis de très longues années, l'avenir ne ressemblait plus à une pièce de théâtre minable jouée pour la galerie. Il ressemblait à un choix, renouvelé chaque matin par deux êtres qui avaient été à un fil de tout perdre, et qui apprenaient désormais à construire ensemble, sans jamais rayer l'autre de la carte. Le trajet du retour fut silencieux, mais dénué de tout malaise. Xavier garda une main fermement enroulée autour de la mienne alors que les lumières scintillantes de la ville défilaient à toute vitesse derrière les vitres teintées du véhicule, et je pouvais encore sentir la chaleur réconfortante de ses doigts m'ancrer à la réalité. Mon esprit repassait en boucle le film de la soirée, inlassablement, le bruit obscène du tissu de ma robe qui se déchire, les rires cruels de l'assistance, le contact glacial du marbre sous mes talons, et puis Xavier franchissant la grande porte tel un orage dévastateur. Même à cet instant, assise tout contre lui sur la banquette arrière, je ressentais un étrange mélange de soulagement et d'incrédulité, comme si l'intégralité de cette soirée cauchemardesque s'était déroulée dans la vie d'une autre. Xavier étudia mon visage avec une attention soutenue, son expression toujours empreinte d'une sourde tension malgré le ton apaisant qu'il s'efforçait d'emprunter. « Tu as fait preuve d'un courage immense ce soir », murmura-t-il en effleurant mes jointures du bout du pouce. « Tu as été bien plus forte que je ne l'aurais jamais été. » Je secouai doucement la tête, me laissant aller contre le dossier de cuir. Je n'ai pas été courageuse. J'essayais simplement de sauver ce qu'il me restait de dignité.
Il esquissa un léger sourire, bien que la lumière n'atteigne pas le fond de ses yeux. C'est parfois la forme de courage la plus absolue qui soit. Lorsque nous atteignîmes notre luxueux appartement, les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent directement sur notre immense salon. Des lumières tamisées diffusaient une lueur chaleureuse qui contrastait avec l'horizon froid de la métropole. Une housse de vêtements nous attendait déjà, soigneusement posée sur le canapé, accompagnée de fleurs fraîches que Xavier avait sans doute commandées durant notre trajet. Il me guida avec une infinie douceur vers notre chambre à coucher, son contact étant à la fois protecteur et d'une précaution infinie, comme s'il craignait que je ne me brise en 1000 morceaux au moindre geste brusque. « Va te changer » murmura-t-il. « Je vais faire monter le dîner. » Quelque chose de léger. J'acquiesçai en silence, pénétrant dans la chambre et m'autorisant enfin à expirer tout l'air de mes poumons pour la toute première fois de la soirée. La somptueuse robe or rose qu'il avait fait livrer m'allait à la perfection, le tissu glissant sur ma peau comme une caresse apaisante. Je me rafraîchis le visage, retouchai légèrement mon maquillage, et lorsque j'affrontai de nouveau mon reflet dans le miroir, la femme qui m'observait en retour semblait plus calme, plus solide, et d'une certaine manière, infiniment plus forte. L'humiliation n'avait pas disparu par enchantement, mais elle ne définissait plus mon essence. Je retournai dans le vaste salon où Xavier se tenait près de l'immense bail vitré, sa haute silhouette se découpant sur les lumières frénétiques de la ville endormie. Lorsqu'il se retourna et posa les yeux sur moi, ses traits s'adoucirent en une fraction de seconde, et il traversa la pièce en deux grandes enjambées. « Tu es magnifique » souffla-t-il en replaçant tendrement une mèche rebelle derrière mon oreille. Je souris avec mélancolie. J'étais magnifique avant tout ça, moi aussi. Il marqua un temps d'arrêt, puis acquiesça lentement, saisissant toute la profondeur vertigineuse de mes paroles. « Tu l'étais, en effet, » répondit-il. « Et tu le es toujours autant. » La sincérité désarmante de sa voix m'enveloppa comme un manteau de chaleur, dissipant les toutes dernières traces d'angoisse qui enserraient ma poitrine. Le dîner fut servi peu de temps après, simple et silencieux, juste nous deux installés à cette longue table d'apparat qui semblait soudainement bien moins formelle qu'à son habitude. Nous abordâmes d'abord des sujets anodins, les enfants du centre social, une nouvelle esquisse sur laquelle je travaillais, l'acquisition complexe que Xavier tentait de finaliser. Mais sous l'écume de la conversation, une compréhension bien plus viscérale se forgeait entre nous, une certitude modelée par la scène dont nous avions tous deux été les témoins ce soir-là. Il ne s'agissait pas d'une vulgaire histoire d'humiliation ou de mesquine vengeance. Il s'agissait de l'essence même de la vie que nous avions choisi de bâtir ensemble. Après le repas, Xavier m'entraîna sur le grand balcon, où la fraîcheur nocturne fouetta agréablement ma peau. La ville s'étalait sous nos pieds, une mer infinie de lumière clignotante semblable à des constellations jetées sur l'asphalte. Il passa un bras protecteur autour de mes épaules, m'attirant doucement contre lui. « Tu sais » commença-t-il d'une voix sourde. « J'ai bien failli tout faire exploser ce soir. J'étais fou de rage. Je voulais qu'ils regrettent amèrement chaque misérable seconde de leur existence. » Je me blottis contre lui, reposant ma tête sur son torse. « Je sais » chuchotai-je. « Mais je suis tellement soulagé que tu n'aies pas franchi cette ligne. » Il inclina légèrement la tête. « Tu as toujours été la voix de la raison. » Je souris faiblement, observant le balai incessant de la circulation, loin, très loin en bas. Pas la raison. Juste la mise en perspective. La soirée de ce soir m'a tragiquement rappelé pourquoi nous vivons de cette façon. Pourquoi nous ne courons ni après l'attention ni après le statut social absolu. Car ces chimères attirent irrémédiablement le pire genre de prédateurs. Xavier hocha lentement la tête, resserrant son étreinte. Et pourtant, même sans chercher à l'attirer, cette noirceur finit parfois par nous trouver. Nous restâmes plantés là, dans un silence religieux, la métropole bourdonnant sourdement sous nos pieds, et je réalisai à quel point ma perception du monde avait radicalement changé. La robe argentée avait été détruite, ruinée au-delà de toute rédemption. Mais cette épreuve de feu m'avait fait don de quelque chose d'infiniment plus précieux qu'un vulgaire bout de soie. Elle m'avait révélé l'étendue de ma propre puissance, ma propre impassibilité face au chaos, et le pouvoir assourdissant que confère le fait de s'en aller avec noblesse, plutôt que de sombrer dans l'hystérie et la rage.
Et alors que Xavier déposait un baiser d'une infinie tendresse sur ma tempe, je compris une autre chose fondamentale. Cette nuit funeste ne m'avait en aucun cas brisé. Elle m'avait purifiée par le feu, forgeant l'acier de mon âme, me laissant bien plus forte, inébranlable, et plus que jamais certaine de l'identité de la femme que j'étais devenue. Et tandis que les lueurs incertaines de la ville scintillaient sous le balcon, je suis avec une certitude absolue que, quoi que l'avenir me réserve, je l'affronterai exactement avec cette même force silencieuse, cette dignité impériale, et la profonde conviction que le pouvoir véritable ne découle jamais du compte en banque ou du prestige social, mais du courage suprême de rester foncièrement noble, même lorsque le monde entier fait le choix de la cruauté. Des récits d'une telle profondeur résonnent en chacun de nous, car ils reflètent une vérité universelle qui surpasse largement les questions de fortune, de statut ou de vengeance mesquine. D'un point de vue psychologique, l'humiliation publique agit comme un révélateur et met souvent en lumière deux formes distinctes de pouvoir. D'un côté, le pouvoir externe, fragile car bâti sur l'argent et l'influence mondaine, de l'autre, la force interne, indestructible car forgée par l'estime de soi et l'intelligence émotionnelle. La force d'Alexandra ne provenait nullement de l'arrivée salvatrice de son mari, mais de sa propre maîtrise avant même qu'il ne franchisse la porte. Elle a choisi la dignité absolue face aux représailles, et cette unique décision a suffi à réécrire la totalité du récit. En psychologie comportementale et dans l'étude du leadership, ce phénomène est qualifié d'autorité silencieuse, cette capacité rare à dicter l'issue d'une situation sans jamais élever la voix ni imposer de domination physique. Ce qui confère à cette histoire toute sa noblesse, ce n'est pas la chute pathétique de ces tortionnaires, mais le rappel cinglant que la confiance véritable n'a nul besoin de faire ses preuves. Ceux qui s'en remettent exclusivement aux apparences et au titre de gloire finissent inévitablement par s'effondrer lorsqu'ils sont confrontés à une assurance sereine et inébranlable. Alexandra ne s'est pas contentée de tourner les talons en conservant sa dignité. Elle a prouvé au monde entier que la bonté d'âme, la retenue et la grâce constituent des armes d'une puissance infiniment supérieure à l'intimidation. Et à long terme, ce sont toujours ces qualités-là qui laissent la marque la plus indélébile dans l'histoire. Si cette œuvre a su toucher une corde sensible en vous, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant et en laissant une mention j'aime. Non seulement pour suivre le fil de ces récits passionnants, mais pour continuer, ensemble, à explorer ces leçons de vie bouleversantes sur la résilience, la dignité et la force silencieuse. Et avant de nous quitter, prenez un court instant pour partager une réflexion dans l'espace commentaire ci-dessous. Écrivez simplement, le pouvoir silencieux.